Gérard Martin, Eric Garcia, Ferran Torres, 3 joueurs qui ont été longtemps critiqués par les supporters et à juste titre, mais qui de par leur abnégation, de par leur travail, de par leur professionnalisme, ont réussi à convaincre Hansi Flick. Et en convainquant le coach allemand, ont réussi à convaincre nous, les supporters. Et dans cette vidéo, on va voir comment ces joueurs ont réussi à gagner leur place sur le terrain et comment aujourd'hui ils sont des titulaires de cette équipe du Barça. Les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de s'attarder tactiquement sur ce qu'apporte chacun de ces 3 joueurs-ci sur le terrain pour le FC Barcelone, on va d'abord se demander mais comment est-ce qu'ils ont réussi justement à taper à la porte et comment la porte s'est ouverte aussi pour eux. Alors commençons tout d'abord par Gérard Martin. Gérard Martin, au tout départ de la saison, on ne se dit pas qu'il va avoir forcément une place en tant que défenseur central. Surtout par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Alors l'année dernière, on avait bien évidemment Íñigo Martínez et Cubarsí. Íñigo Martínez, indéboulonnable, joueur d'expérience, très bon joueur, adapté au style de Flick et en plus de ça, meneur d'hommes sur le terrain. Bon, perte pour le Barça quand même, cet été de perdre ce joueur-ci, ça a fait grand mal. Mais quand bien même, on s'est dit qu'il y avait Christensen. Bon, pour l'instant, pas la confiance d'Hansi Flick sur ce début de saison, Christensen. On a Ronald Araujo. Bon, Ronald, il est en dépression actuellement et sur les performances qu'il a faites cette saison, c'était pas très concluant quand même. On peut se dire Eric Garcia, mais Eric Garcia est amené à jouer plus haut. On va en parler tout à l'heure. Du coup, à travers ça, Gérard Martin finalement a réussi à avoir une petite place et actuellement est un joueur qui prouve qu'il est en capacité d'être performant à ce poste de défenseur central axe gauche. Et justement, c'est un joueur qui sur ses 4-5 derniers matchs a été titulaire du côté du Barça. Côté Eric Garcia, un petit peu pareil. Au départ de la saison, on ne se dit pas qu'Eric Garcia va être un des éléments les plus importants à ce poste de numéro 6. Tout d'abord, Bernal est censé revenir de blessure au tout départ. Moi, je me dis qu'il allait avoir quand même quelques minutes. Je savais que Bernal n'allait pas être titulaire du côté du Barça en première partie de saison, mais je pensais quand même qu'il allait avoir plus de minutes que ce qu'il a eu. Mais c'est pas du tout une critique envers Hansi Flick, je suis très content qu'on prenne soin justement du milieu de terrain espagnol. Mais pour l'instant, il n'est pas du tout dans la discussion pour être titulaire, quand bien même il s'améliore de match en match et progresse. Mais quand même, après, il y a Casado. On se dit Casado, superbe première partie de saison l'année dernière. Deuxième partie, c'était Frenkie de Jong qui était le titulaire indiscutable, mais Casado rentrait et faisait aussi des bonnes performances. Casado, c'est un petit peu plus compliqué en ce début de saison. Des performances en demi-teinte, moins de confiance de la part d'Hansi Flick, un joueur qui est moins impactant quand il est titulaire. L'année dernière, il nous avait impressionné. Il m'avait impressionné. Casado, là, quand je le vois actuellement, Casado, il peut être bon à certains moments, mais en étant bon, il ne m'impressionne plus. Et à certains moments même, il n'est pas trop au rendez-vous. Et ensuite, après, on peut parler de Frenkie de Jong. Mais Frenkie de Jong, on retrouve toujours sur cette problématique, qui est la problématique d'avoir une constance et une récurrence à un très haut niveau. C'est un joueur bien évidemment qui peut être présent, qui peut faire des masterclass. L'année dernière contre l'Inter Milan, c'en était une. C'est un joueur surtout, il ne faut pas oublier de le dire, qui s'est amélioré depuis que Flick est présent. Pas du tout le même rendement que lors de la dernière saison de Xavi, un joueur qui met plus d'intensité sur le terrain, un joueur qui met plus d'efforts sur le terrain, mais à certains moments, c'est pas assez. À certains moments, un joueur qui se cache un petit peu trop, à certains moments, un joueur qui se met dans des zones qui le favorisent plus lui finalement que le collectif, et surtout, c'est un joueur, on a l'impression qu'il a abdiqué sur son petit duel avec Pedri. Alors ce n'est pas vraiment un duel parce que ce sont 2 joueurs de la même équipe, mais en fait, on finit les matchs, on sait que Pedri, il y a une chance sur 2 qu'il soit homme du match, mais il n'y a quasiment plus de débat sur le fait que Pedri, dans la rencontre, aura eu plus d'impact que le joueur néerlandais. Et ça, c'est pas normal. Même si Pedri joue un rôle un peu plus avancé, c'est pas parce que tu joues plus avancé que forcément tu dois être le joueur le plus impactant sur le terrain. Et Frenkie de Jong, dans les matchs, est trop souvent moins impactant que Pedri. Et ça ne doit pas être si normal que ça ne doit pas être si habituel que ça. Et au bout d'un moment, ça génère une certaine frustration, je pense, pour les supporters de voir un joueur qui est capable d'atteindre des sommets. Parce qu'on parle de Frenkie de Jong, on ne parle pas de Ilaix Moriba, et qui malheureusement, à certains moments, est un petit peu trop transparent par rapport au potentiel qu'il peut avoir. Et enfin, Ferran Torres, lui non plus, n'était pas forcément le joueur appelé pour être numéro 9 titulaire de cet effectif. Il n'est d'ailleurs pas, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, forcément titulaire du FC Barcelone, mais il a quand même plus de minutes que Lewandowski et est un joueur qui rentre vraiment dans la discussion. Pourquoi? Parce que Lewandowski va bientôt atteindre un âge qui se rapproche fortement de la quarantaine, forcément perte de niveau, et donc Ferran Torres apporte aussi d'autres qualités que n'a pas Lewandowski qui font qu'il rentre vraiment dans la discussion, quand bien même le Polonais apporte de l'expérience et une certaine qualité dans la surface de réparation. Donc finalement, ces 3 joueurs partent de loin. Ces 3 joueurs n'ont pas forcément la plus grande des qualités techniques sur le terrain, mais de par leur travail, réussissent vraiment à s'imposer et actuellement ont beaucoup de minutes et une super importance dans le jeu du Barça.
Commençons par Gérard Martin. Qu'apporte Gérard Martin sur le terrain du côté du Barça? Tout d'abord, son positionnement. Importance cruciale de Gérard Martin parce qu'on retrouve un gaucher axe gauche de la défense centrale. Donc on peut remettre en place assez facilement cette fameuse défense à 3 qu'on pouvait apercevoir l'année dernière quand on est en phase offensive, formant ainsi un 3-2-5 avec bien évidemment cette ligne de 5 dont on a parlé récemment qui arrive à remplir les 5 fameux couloirs entre ailier gauche et ailier droit avec Rafinha, demi-espace. Vous connaissez un petit peu la chanson. Gérard Martin arrive de par son positionnement à permettre à Baldé de s'aventurer et d'être réellement présent offensivement sur le couloir gauche. Et on l'a dit, l'importance justement pour le FC Barcelone d'être présent dans les 5 couloirs, d'amener de la dangerosité et obliger l'adversaire à être 100% focus sur tous les joueurs de ces différents espaces. Donc déjà là-dessus sur le positionnement, Gérard Martin c'est intéressant, mais en plus du positionnement pur et simple de cette défense à 3, c'est aussi un joueur à certains moments qui va s'aventurer, qui va s'insérer dans le camp adverse. On l'a notamment vu pas mal de fois contre Francfort, on avait une possession très très haute du côté du Barça et Gérard Martin prendre le ballon, avancer, même tenter une frappe assez dangereuse en tout début de rencontre. Et ça c'est quelque chose qu'on a revu et qu'on voit de plus en plus sur le terrain parce que c'est un joueur qui n'hésite pas justement à avancer, en plus qui a une qualité de frappe assez intéressante à ce niveau-là. Il l'avait d'ailleurs déjà fait au Classico de l'année dernière, mais il avance, il s'insère. Et à force de continuer à s'insérer et d'être un joueur qui, si tu le laisses trop s'aventurer devant, va pouvoir placer une petite bonne passe à droite à gauche, d'un moment les adversaires ils sont obligés de le prendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement un pressing des attaquants adverses sur nos défenseurs centraux. Et ça c'est bien, parce que plus tu vas avoir des attaquants adverses qui vont presser tes défenseurs, plus au bout d'un moment ça va créer du décalage. Plus tes joueurs reculés, ils sont pris par les adversaires, plus forcément sur le terrain, tu vas pouvoir avoir plus de liberté à droite à gauche. Donc le positionnement intrinsèque de Gérard Martin et sa capacité à s'insérer, ça apporte réellement offensivement au Barça. Ça c'est le point positionnel, mais ensuite il y a aussi la capacité à être intéressant ballon au pied pour Gérard Martin. Alors on lui connaissait une qualité de passe, déjà quand il était arrière gauche, c'est un joueur qui avait cette petite passe un petit peu coupée à ras de terre qu'il faisait très souvent, pas tout le temps réussi, mais qui au moins dans la lecture du match, dans la lecture du jeu, était très souvent intéressante et intelligente. Et moi des fois je préfère même des joueurs qui vont faire la passe au bon endroit, ou en tout cas qui ont envie de la faire au bon endroit, que des fois des joueurs qui vont centrer sans regarder, ça va toucher la tête d'un de leurs attaquants, mais ils auront limite même pas fait exprès. Gérard Martin dans l'exécution c'est pas toujours parfait, mais dans l'idée c'est souvent bon, il a une bonne lecture du jeu. Et donc il a cette lecture où, encore une fois, il s'insère dans le camp adverse et il a la capacité de trouver des joueurs, très souvent avec une passe intérieure, une passe pour un joueur qui est axial, et ensuite commencer à entamer ce fameux jeu de tiroir que fait très souvent le Barça d'Hansi, c'est-à-dire arriver à trouver un Rafinha qui aura décroché, Rafinha qui trouve un joueur qui est plus en retrait, par exemple Pedri, et Pedri qui lui va lancer quelqu'un qui a pris la profondeur, par exemple un Baldé. Donc ça fait Gérard Martin pour Rafinha, Rafinha en retrait pour Pedri, et Pedri qui lui lance Baldé dans la profondeur. Le fameux jeu de tiroir qui arrive souvent, Gérard Martin est capable de s'insérer et de caler cette petite passe un petit peu qui peut casser une ligne, mais en amont sur le terrain. Mais aussi bien évidemment sa capacité à faire des passes quand il est dans son camp. Alors on s'en souvient de la passe sur Rafinha, c'est contre Alaves, j'espère que je dis pas de bêtises, donc c'est une avant-dernière passe décisive qui est très très belle, et comme c'est une passe en plus sur plusieurs mètres, elle est visible et on s'en rappelle, mais il n'y a pas que cette passe-ci. C'est-à-dire que Gérard Martin dans une rencontre exécute beaucoup de passes qui cassent les lignes, et à ce titre-là, c'est d'ailleurs le 6e joueur en Liga le mieux classé dans les passes qui cassent les lignes. 6e meilleur joueur avec une moyenne de 7,5 passes qui cassent les lignes dans un match. Donc c'est quand même une très très bonne stat pour Gérard Martin, qui en réussit même d'ailleurs plus que Pau Cubarsí. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a plus de déchets que Pau Cubarsí, mais il en fait quand même tellement plus qu'au bout d'un moment, il en réussit plus. On l'a dit tout à l'heure, Gérard Martin, en termes de qualité pure, c'est un peu plus compliqué, mais il a la vision de jeu. Du coup, au moins, il essaie de les exécuter et il les réussit. Et on sait à quel point c'est important pour le Barça d'avancer sur le terrain, d'être en capacité pour tes défenseurs de trouver tes milieux ou de trouver même des fois tes milieux avancés. Et ça, Gérard Martin, à l'instar de Cubarsí, le réussit plutôt bien. Et enfin, une des données très importantes pour Gérard Martin, ça reste un défenseur, donc on va s'intéresser au point de vue défensif. C'est un joueur qui a une très bonne activité défensive, surtout à la récupération du ballon. Une statistique le montre réellement, c'est les tacles et interceptions en possession adjusted. Donc, pour faire un tout petit point sur cette statistique-ci, possession adjusted, ça veut juste dire que c'est les situations dans lesquelles ton défenseur peut avoir une activité. Parce que si on prend sur tout le temps d'une rencontre, bien évidemment qu'un défenseur du Barça va avoir moins d'occasions
d'avoir une activité défensive que par exemple un défenseur de Getafe. Donc forcément, c'est difficile de les analyser de la même manière. Mais grâce à la Possession Adjusted, on peut les analyser de la même manière parce qu'on constate que les moments où ils peuvent avoir une action défensive. Et là-dessus, tout simplement, Gérard Martin, c'est pas le troisième joueur, c'est pas le deuxième meilleur joueur de Liga, c'est le premier en tacle et interception dans la Possession Adjusted. Donc ça, c'est très très intéressant. C'est le meilleur joueur avec 6,6 tacles et interceptions dans ces périodes-ci. On voit souvent un joueur qui se positionne bien, qui place bien son corps et qui va justement intercepter des ballons et qui va récupérer haut le ballon sur le terrain pour ensuite pouvoir lancer une attaque. Ça n'amène pas forcément tout le temps un but, ça permet au Barça de récupérer. Plus le Barça récupère vite, plus le Barça met son équipe adverse en difficulté. Et en plus de ça, on peut même rajouter une petite donnée défensive intéressante. En duel aérien remporté, Gérard Martin est tout simplement le meilleur joueur du FC Barcelone. Devant Ronald Araujo, devant Eric Garcia, devant Pau Cubarsí, c'est Gérard Martin le numéro 1. Donc oui, aussi dans l'aspect défensif, et on n'y pense pas tout le temps quand on parle de Gérard Martin, il a une importance qui est cruciale. Tout ça pour dire que Gérard Martin apporte réellement au FC Barcelone, on le voit à travers ses statistiques-ci, on le voit avec son importance sur son positionnement. Maintenant, de là à dire bien évidemment que le Barça n'a plus besoin de personne, non. On sait qu'actuellement, il y a des rumeurs sur un défenseur central gaucher, ça peut être du Bastoni, ça peut être du Schlotterberg, pourquoi pas. Il ne faut pas dire non à cela. Maintenant, on ne sait pas quel argent on a le FC Barcelone pour faire ses recrues. Je ne suis pas là en train de vous dire que Gérard Martin forcément est le titulaire sur 10 ans du FC Barcelone. Mais le fait que ce soit un joueur qui actuellement s'insère et s'incorpore très bien au système d'Hansi en tant que défenseur central, c'est une surprise. Et en plus de ça, c'est une surprise qu'il le fasse très bien. Et le fait qu'il soit actuellement titulaire à ce poste-ci, je pense, est un plus actuellement pour le Barça. Passons maintenant à Eric Garcia. Comme pour Gérard Martin, on commence par le positionnement, par le placement. Ce qui me surprend beaucoup et ce qui me plaît surtout beaucoup chez Eric Garcia, c'est qu'il arrive très souvent à être disponible, se rendre disponible. C'est un joueur qui n'a pas la qualité d'un Frenkie de Jong balle au pied, qui ne va pas pouvoir se mettre dans des zones où il va être pris à 3-4 joueurs et arriver à réussir à se sortir d'un pressing. Il n'a pas cette qualité, Eric Garcia. Il va réussir à la combler par un positionnement intelligent. Très souvent se mettre dans des zones où il va se rendre disponible pour recevoir le ballon et ensuite pouvoir faire en sorte de faire continuer l'offensive. C'est-à-dire se mettre dans une position où il va se dire, bon là, Pedri a le ballon, il va dribbler 1, 2, 3, 4 joueurs. Quand il aura fini de dribbler ces 4 joueurs-ci, je me positionne ici pour recevoir le ballon et pour aider mon partenaire. Toujours, en fait, il est dans une réflexion collective, Eric Garcia, et il a une très bonne lecture du jeu. Et très souvent, tu penses pas Eric Garcia sur le terrain, les joueurs sont en train de faire leur truc de leur côté, et puis quand ils sont en zone de difficulté, tout de suite, boum, Eric Garcia, il surgit sur le terrain, il se propose, il est disponible et il permet à l'action de se poursuivre. Et à ce niveau-là, Eric Garcia, il a une très bonne science tactique. À côté de cette très bonne science tactique, Eric Garcia aussi il a une capacité de progression balle au pied sur le terrain, qu'il détient certainement aussi de son passage à Girona, je pense, parce que son positionnement un petit peu latéral droit, mais en même temps axial, et puis cette équipe qui était aussi souvent portée vers l'offensive et qui aimait bien lancer ses actions vers le bas, ont permis, je pense, aussi à Eric Garcia de se mettre en confiance par rapport à ça, de se mettre en confiance par rapport à ce portée de balle. L'année dernière aussi, très souvent aussi placé latéral droit, je pense que ça l'a aidé également à porter le ballon, à aller vers l'avant, ça lui a donné de la confiance. Et plus on avance finalement, plus il ressemble à un joueur qui a joué au FC Barcelone, qui est Sergi Roberto. Alors je ne vous donne pas l'exemple du meilleur joueur de l'histoire du Barça, hein, j'en suis bien conscient, mais Sergi Roberto, il avait quand même cette qualité à certains moments. Alors bien évidemment, c'est pas le meilleur joueur du monde là-dedans, mais à certains moments, de prendre le ballon et de faire des percées. Moi, je me souviens notamment du but qu'on avait marqué au Santiago Bernabéu de Messi à la dernière seconde. La percée vient de Sergi Roberto au départ. Mais ça, il l'a pas fait qu'à ce moment-là, il l'a fait plusieurs fois au Barça. Il prenait le ballon très bas sur le terrain et puis il avançait, il continuait, personne ne venait le déranger et il arrivait à bien s'incorporer dans les espaces qui étaient intéressants. Eric Garcia a un petit peu cette même qualité. Il porte le ballon, c'est pas le joueur le plus rapide bien évidemment, mais il n'a pas peur, il y va, a la confiance et il avance et il gagne des mètres. Et là-dessus, Eric Garcia aussi, c'est très intéressant. Ensuite, il y a le Eric Garcia balle au pied. Et balle au pied, je l'appelle tout simplement Monsieur Propre. C'est incroyable, Eric Garcia, 99 ballons sur 100, ça va être la même dynamique. Je contrôle de l'intérieur du pied, je fais ma passe intérieur du pied. Plat du pied, sécurité. C'est la doctrine d'Eric Garcia. Alors, bien évidemment, il a raison. Donc, c'est sûr qu'on ne verra pas Eric Garcia faire des magnifiques extérieurs du pied, des passes compliquées, etc., des énormes transversales coups du pied. Ça peut arriver, ça n'arrivera pas souvent.
mais c'est très souvent des passes qui sont réussies parce que le joueur, encore une fois, s'est rendu disponible pour être dans des zones intéressantes dans lesquelles il ne va pas être sous pression, bien contrôler le ballon, être propre et bien le transmettre de l'intérieur du pied. Que ce soit des passes un petit peu sur le côté, que ce soit des passes simples à l'intérieur du jeu pour casser des lignes, on voit Eric Garcia qui apporte. Et justement, en parlant de casser des lignes, tout à l'heure, on a parlé de Gérard Martin, qui était le 6e meilleur joueur en Liga en exécuté. Là, on n'est pas sur le 5e meilleur joueur, on n'est pas sur le 4e meilleur joueur, on n'est pas sur le 3e meilleur joueur, on est sur le 2e meilleur joueur de Liga, du côté d'Eric Garcia. 8,2 passes qui cassent les lignes par match. C'est pas mal quand même pour notre cher Eric Garcia, donc qui aussi a une faculté à tenter ce genre de passes et à les réussir, et donc faire avancer le FC Barcelone. Je me répète comme pour Gérard Martin, c'est important de savoir casser ses lignes pour le Barça, et encore plus pour Eric Garcia qui est encore un petit peu plus devant de Gérard Martin, donc il va trouver des joueurs qui seront encore plus intéressants offensivement. Et enfin, comme pour Gérard Martin, abordons le volet défensif, parce que ça reste quand même un numéro 6, Eric Garcia, très bon là-dessus aussi. Très bon, j'ai l'impression qu'en fait sa science de défenseur, il arrive à la mettre dans le poste qui est un tout petit peu plus haut que défenseur central. C'est très intéressant, dans le camp adverse déjà c'est important. On a parlé tout à l'heure des tacles et des interceptions de Gérard Martin en possession adjusted. Pareil, tacle, interception, possession adjusted pour Eric Garcia. Bon, c'est pas le premier parce que c'est Gérard Martin le premier, c'est pas le deuxième non plus, c'est le troisième quand même, avec une très bonne statistique de 5,41. Donc on est également sur un joueur qui récupère beaucoup et qui, à l'instar d'un Gérard Martin, se positionne très bien aussi pour la récupération. J'ai l'impression que dès qu'il y a un joueur adverse qui va recevoir le ballon dans son terrain, très souvent Eric Garcia est sur lui et au contact très rapidement et arrive justement à récupérer le ballon de cette manière-ci et a une capacité justement à bien se positionner, bien se situer, à cette lecture, cette science défensive qui lui permet et qui permet surtout au Barça de récupérer le ballon dans le camp adverse. Et en plus de récupérer le ballon dans le camp adverse, on a aussi un Eric Garcia qui a une activité défensive dans son camp. Ce qui manque justement des fois un petit peu à Frenkie de Jong, quand bien même il s'est amélioré, on l'a dit, mais des fois il y a des petits oublis. Eric Garcia, tu sens que de base c'est un défenseur central et qui sait ce qu'il attend d'un milieu défensif et donc qu'il l'exécute lui en tant que milieu défensif. Il va faire les replis, il fait l'effort, il met de l'activité juste devant sa surface de réparation, il est présent. C'est un vrai défenseur que tu as placé numéro 6. C'est pas Caicedo, je suis pas en train de vous dire ça, mais au moins il y a un minimum, il y a une garantie, il y a une qualité défensive que tu as avec Eric Garcia que tu n'as pas avec d'autres numéro 6 du côté du Barça. Donc comme pour Gérard Martin, peut-être pas un joueur fabuleux sur le terrain, peut-être pas le joueur le plus technique de l'équipe, mais un joueur qui, avec sa science tactique et avec le fait de vouloir être propre et de jouer collectivement sur le terrain, d'avoir toujours une envie d'aider l'effectif, d'aider l'équipe avant de s'aider lui-même, Eric Garcia qui propose des choses qui sont une nouvelle fois importantes pour le 11 du Barça sur le terrain. Et enfin, mesdames et messieurs, finalisons par le requin, Ferran Torres, qui arrive et qui lui aussi crée le débat avec Lewandowski. Alors pour l'instant, il n'a pas tant marqué les esprits que Eric Garcia et Gérard Martin. Il y a encore, je pense, pas mal de supporters qui ont du mal avec Ferran Torres, et c'est mérité à certains moments. Mais pourquoi est-ce qu'il revient dans le débat, Ferran Torres ? Simplement parce qu'il a marqué 13 buts, toutes compétitions confondues, du côté du FC Barcelone en 1171 minutes. Je vous évite de faire le calcul de votre côté, ça fait un but toutes les 90 minutes, pile poil, précisément. Un but par match, tout simplement du côté de Ferran Torres. Et c'est quand même un très bon ratio pour un attaquant, un but par match. À côté de ça, on peut comparer à Lewandowski. Lewandowski, c'est pas mauvais, c'est un but toutes les 111 minutes de jeu. Donc c'est pas mauvais, mais c'est déjà moins bien que Ferran Torres. Et en plus de ça, du côté de Lewandowski, il y a les buts sur penalty. Et si on enlève les buts sur penalty de Lewandowski, là le ratio baisse quand même déjà beaucoup plus du côté du joueur polonais. Donc là-dessus, forcément, Ferran Torres, il nous fait cogiter, il nous fait dire que ça peut être intéressant de le mettre titulaire parce qu'il a un meilleur ratio que Lewandowski. Mais après, je conçois tout à fait que du côté de Ferran Torres, il y a ce problème de rater. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de gâter devant les cages. Plusieurs choses à dire par rapport à ça. Déjà, par rapport à Lewandowski, Lewandowski a quasiment à peu près le même nombre de ratés. Alors, il en rate moins parce qu'il a joué moins de minutes que Ferran Torres, mais dans le ratio, ça se rapproche énormément. Ensuite, par rapport aux grosses occasions ratées en Europe, Ferran Torres est un des joueurs qui se situe le plus haut sur le classement. Mais si on regarde qui il y a au-dessus de lui, il y a quand même Kylian Mbappé et il y a Erling Haaland. Est-ce que Kylian Mbappé et Erling Haaland individuellement sont en train de rater leur saison ? Collectivement, on peut en parler, il peut y avoir débat, on peut faire des longues vidéos là-dessus. Mais quand même, individuellement, c'est plutôt une bonne saison pour ces deux joueurs-ci. Donc, encore une fois, il faut réfléchir à ce que ça veut dire une grosse occasion ratée. Comment est-ce qu'elle a été ratée ? Et vous voyez très bien qu'il y a aussi des gros joueurs qui les ratent. Et ce qu'il faut analyser surtout,
c'est la différence entre le nombre de buts marqués et le nombre de grosses occasions ratées. Alors, Erling Haaland et Kylian Mbappé sont sur une autre planète par rapport aux autres joueurs, puisqu'ils ont un ratio positif. Mais derrière les autres joueurs qui sont présents, Ferran Torres est limite l'un des mieux situés finalement dans cette petite différence. Ferran Torres est à une différence de -1, ce qui reste un ratio qui est quand même très intéressant. Donc bien évidemment qu'il y a un Ferran Torres qui rate des occasions, mais après il faut aussi réfléchir à pourquoi est-ce qu'il les rate. Et surtout, s'il les rate, c'est parce qu'il en a généré des occasions. Et surtout, regardez comment est-ce qu'il les a générées. Parce que très souvent, ce que va t'apporter un Ferran Torres et ce que t'apporte pas Lewandowski, c'est de la mobilité. Ferran Torres est un joueur qui va être intelligent dans sa capacité à aller dans les zones, dans les espaces qui sont dangereux pour l'adversaire. Alors pour lui, bien évidemment, pour faire des appels et pour être servi, mais aussi pour faire des appels des fois qui vont aider l'équipe. Une nouvelle fois, les appels, les fameux appels dans le vide, que peut faire Rafinha aussi, par exemple, à de nombreuses reprises. Mais Ferran Torres, il se génère ses occasions à travers de la mobilité que n'a pas Lewandowski. Donc en fait, très souvent, on va faire un constat, on va dire « Ah, mais Ferran Torres, il a raté telle occasion. » Oui, il a raté ces occasions-ci. Mais Lewandowski, c'est pas qu'il les aurait ratées, ces occasions. Il ne se les aurait même pas générées. C'est-à-dire que donc on est en train de critiquer un joueur qui a raté une occasion que l'autre attaquant n'aurait même pas su créer, puisque Lewandowski n'a pas cette mobilité. Lewandowski, de par son âge, et c'est totalement normal, est devenu un joueur fixe un petit peu, un joueur important dans la surface de réparation, mais qui n'apporte pas cette proposition que peut apporter Ferran Torres. Et en plus de cette proposition, Ferran Torres, dans le jeu collaboratif, est quand même meilleur que Lewandowski. Alors je suis pas en train de vous dire que c'est Harry Kane, hein. Comme pour Eric Garcia, c'est pas Caicedo, Ferran Torres, c'est pas Harry Kane. Il y a un petit gap quand même encore qui est très très important, mais ça reste au-dessus de Lewandowski. Lewandowski, hein, vous connaissez, quand il contrôle le ballon, déjà, le ballon, il est là-bas, donc le ballon, il est on sait pas où avec Lewandowski, et puis Lewandowski, quand il contrôle la balle, avant qu'il y ait la deuxième touche de balle, il y a 1h30 à peu près entre les deux. C'est-à-dire que bon, voilà, Lewandowski, c'est lent, quoi. Faut y aller. L'attaque, la transition, jouer en verticalité, le jeu collaboratif dans les petits espaces. Faut bien souffler quand le Polonais va recevoir le ballon. Faut être prêt, parce que sinon on peut très très vite s'énerver et casser son écran. Donc du côté de Ferran Torres, c'est pas ouf, mais c'est mieux que Lewandowski sur le jeu collaboratif, ça va déjà plus vite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça apporte plus de mobilité, et puis même ça joue mieux avec les coéquipiers, à droite, à gauche, petite passe, c'est pas parfait, mais c'est mieux. C'est mieux que Lewandowski à ce niveau-là. À côté du volet offensif, il y a aussi le volet défensif qui est important pour le Barça. En termes de récupération, par rapport à un Lewandowski, Ferran Torres, on a 1,5 récupération par match, par 90 minutes. Du côté de Lewandowski, on a une récupération par match. Il y a quand même plus 50% pour le joueur espagnol. C'est notable, on ne peut pas le négliger totalement. En termes d'interception, c'est pas pareil que récupération. On est à 0,2 pour le joueur espagnol par match par 90 minutes. On est à 0,08 par match 90 minutes pour Lewandowski. Donc là, on est carrément divisé par 2 pour le joueur polonais, plus 100% pour le joueur espagnol. Encore une fois, c'est pas négligeable, et encore moins dans un Barça qui joue de cette manière-ci. C'est-à-dire un jeu où on l'a dit à de nombreuses reprises, hein, dans beaucoup de mes vidéos, dans lequel tes offensifs, ils doivent presser. On ne peut pas laisser l'adversaire contrôler le ballon, avoir le temps d'envoyer une balle à ses attaquants. Tu te dois de presser. Et sur ce niveau-là, c'est indéniable qu'il n'y a pas photo entre l'activité défensive de Lewandowski et de Ferran Torres. Maintenant que j'ai dit ça, à aucun moment ça veut dire que Lewandowski doit être enterré, Lewandowski doit avoir 0 minutes, Ferran Torres prendre toutes les minutes. La problématique de Ferran Torres, c'est que aussi, dans des gros moments, il a été absent. Et la problématique, c'est sur le match contre Chelsea, qui devait être le match game changer, il a été fantomatique. Chelsea, ça aurait dû être le match dans lequel on se dit « Bon, c'est bon, on a accepté, Ferran Torres, ça va être le titulaire cette saison du FC Barcelone. Et Lewandowski sera son remplaçant avec des minutes par-ci, par-là. » Le problème, c'est que Ferran Torres, il te fait un match, mais cata. C'est-à-dire qu'à côté de sa grosse occasion ratée, parce que déjà ça c'est énorme, il est dans un match dans le contenu où il est fantomatique. Et c'est ça le pire. Qu'il rate une grosse occasion, bon, c'est important, surtout en Ligue des Champions, d'accord. Mais après, s'il est très bon dans le contenu, on peut se dire, il y a quand même du positif. Là, il a été transparent tout le match. Il a été inexistant. Et ça, forcément, ça fait douter des supporters. Et même moi, ça me fait douter. Je me remets en question, je me dis, mais c'est pas possible. On a Lewandowski qui montre vraiment des signes de faiblesse, de vieillesse. Et à côté, Ferran Torres, il n'en profite pas dans les grands moments où il doit le faire. À côté de ça, dans certains matchs de Liga, il est capable de faire des matchs où il te met des doublés, des triplés à droite à gauche. Donc c'est aussi très frustrant.
À lui de savoir rectifier le tir. À lui de savoir justement avoir un ratio entre grosses occasions générées et buts qui s'améliore. Et surtout une présence dans les grands matchs qui s'améliore aussi grandement. Parce que la problématique, c'est qu'à chaque fois, on va nous dire « Oui, mais Lewandowski, il est capable de mettre des buts importants dans des zones dans lesquelles Ferran Torres, il ne les mettrait pas. » Et moi, j'ai encore en tête l'année dernière du but que met Lewandowski au Wanda Metropolitano sur le 2-1 qui permet au Barça de revenir dans le match. Le but que met à ce moment-là Lewandowski, mais Ferran Torres, jamais il le met ce but. Jamais il le met. C'est une science du positionnement, une action de pur numéro 9 d'expérience que Ferran Torres n'a pas. Et en ce sens, je ne peux contredire les gens qui viendront me dire « Oui, mais Lewandowski, il a cette science que n'a pas Ferran Torres. » C'est vrai, c'est vrai. Mais maintenant, au point, à la bagarre, est-ce que finalement Ferran Torres, il a quand même pas un peu plus de côté positif que Lewandowski? Si en plus il ajoute à ça un meilleur ratio et une meilleure présence dans les grands matchs, il n'y aura plus de débat au bout d'un moment. Et Lewandowski, par contre, aura ses minutes. Et Lewandowski doit continuer à jouer. En Liga, etc. On n'est pas sur un joueur qui doit vraiment rester tous les matchs sur le banc. Non, non. Il doit avoir un rôle très important. Mais dans la majorité des matchs, dans la régularité, Ferran Torres, selon moi, au point, gagne la bataille. Gérard Martin, Eric Garcia, Ferran Torres, 3 joueurs qui, comme on l'a vu, ne sont pas les plus techniques, ne sont pas forcément les plus doués comme joueurs sur le terrain, qui ont connu des critiques et qui en connaîtront, je pense, encore grandement du côté du Barça, qui sont des joueurs qui montrent aussi à certains moments que le Barça n'a pas non plus un effectif totalement XXL, mais qui sont surtout des joueurs qui, de par leur travail, leur sérieux, ont montré qu'ils étaient en capacité de gravir les échelons sans démériter. Actuellement, Gérard Martin mérite d'être titulaire à ce poste-ci. Actuellement, je trouve qu'Eric Garcia mérite d'être titulaire à ce poste-ci. Actuellement, je trouve que Ferran Torres mérite d'être titulaire à ce poste-ci. Mesdames et messieurs, c'était mon analyse de ces 3 joueurs espagnols. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez justement du rendement de ces 3 joueurs? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je suis trop gentil avec eux? Peut-être trop sévère avec eux pour certains? Je me ferai un plaisir de vous lire en commentaire. En tout cas, grand merci que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.